Nous continuons ce live du Forum des projets urbains avec le premier sujet sur notre thème de la résilience. J'accueille avec moi Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie, Célia Bloel, adjointe à la maire de Paris chargée de la Seine, de la prospective Paris 2030 et de la résilience, et également Antoine Bach, adjoint au maire de Grenoble, chargé des sujets risques, prospective et résilience territoriale et stratégie alimentaire. La résilience est un mot quand même un petit peu galvaudé. Je vais vous demander à chacun votre tour de me donner votre définition de la résilience et qu'est-ce qui a été le déclic pour votre municipalité. On sait qu'il y a eu une crise sanitaire, mais vos municipalités ont pris conscience de cet enjeu il y a un moment. Nicolas Meyer-Rossignol, je vous accorde la parole en premier. Merci, bonjour à toutes et tous, merci pour votre invitation. Alors, je vais essayer de vous donner une définition effectivement appuyée par notre expérience locale. Ici à Rouen, on est au cœur de la vallée de Seine, qui est une vallée industrielle, hein, historiquement, qui est toujours une industrielle et portuaire, entre Paris et Le Havre. Bien sûr, on peut penser, quand on parle de résilience, à notre capacité collective à nous adapter, par exemple, aux évolutions et à la situation sanitaire. Bien sûr, quand on parle de résilience, on peut aussi penser à la résilience sur les aspects climatiques, c'est-à-dire notre capacité à nous adapter collectivement face au changement climatique. Volontairement, même si ces deux aspects-là sont évidemment éminemment importants, hein, volontairement, Oui. je vais développer peut-être une troisième dimension qui est plus spécifique au territoire tel que le nôtre, ici à Rouen, qui est ce que je vais appeler la résilience économique, elle qui d'ailleurs est liée aux deux autres, et en particulier à la résilience climatique. C'est-à-dire comment, dans un contexte d'évolution extrêmement puissant, extrêmement fort, et à bien des égards contraint par des facteurs exogènes, par exemple la mondialisation, par exemple, bien sûr, le changement climatique. Comment est-ce qu'on s'adapte en faisant évoluer, non pas simplement d'une façon défensive, mais aussi d'une façon proactive et positive pour le territoire, c'est-à-dire en termes d'emploi d'abord, et aussi en termes de valeur ajoutée, d'innovation, de rayonnement, notre appareil productif, notre tissu économique. Pour le dire très concrètement, la vallée de Seine, mais c'est valable pour d'autres vallées industrielles, hein, on pense à la vallée du Rhône ou à d'autres territoires, soit en Europe ou dans le monde d'ailleurs, eh bien, avec la mondialisation et le changement climatique, elle passe d'un modèle qui a beaucoup contribué à la reconstruction de la France, qui était pendant l'après-guerre finalement, une Oui. industrie très carbonée, on pense à la pétrochimie, l'industrie lourde, l'automobile, à aujourd'hui la nécessité de se transformer. Et bien sûr, je le dis d'une façon trop schématique et trop caricaturale, mais bien sûr, il y a toujours ce débat, est-ce qu'il faut tout fermer ou est-ce qu'au contraire, on doit arriver à réorienter ce tissu productif vers l'industrie du futur. Et c'est ça la résilience industrielle sur le territoire tel que celui que je préside, c'est-à-dire comment on passe d'une industrie très carbonée à une nouvelle industrie beaucoup moins carbonée et en même temps beaucoup plus attractive, ce qu'ont assez bien réussi par exemple certaines villes d'Europe du Nord qui sont assez comparables à Rouen dans comment dire, la typologie Oui. économique. Si vous prenez des villes portuaires comme Rotterdam par exemple ou Hambourg, alors évidemment c'est pas la même taille que Rouen, mais vous voyez que ces villes, pour le dire d'une phrase, ont réussi, au moins en partie et d'une façon intéressante, à concilier l'impératif écologique, l'impératif économique, fin du mois, fin du monde, pour le dire rapidement. Et cette résilience-là, elle est inspirante pour des territoires comme le mien. Donc, comment on fait du judo? Comment on passe d'un territoire qui avait des sols pollués et des industries lourdes à un territoire qui devient les champions de la dépollution du sol, de la décarbonation de l'industrie? Comment on avait un port où 80% des marchandises transitent par des camions et on en fait un port qui, comme Hambourg, plus de 50% des marchandises passent par le train ou par le fleuve, évidemment, puisqu'on a cet axe D'accord. magnifique qui est la Seine qui nous relie avec Paris. Voilà, pour vous donner quelques. Donc, on pense bien sûr au sanitaire, au climatique, mais tout cela est interconnecté. Et ce qui est intéressant dans les territoires tels que le mien, c'est la résilience industrielle, l'adaptation à ce nouveau monde. D'accord. L'adaptation industrielle comme finalement comme point clé, comme point de départ de vos réflexions. Qu'en est-il pour vous, Célia Bloel, pour la mairie de Paris? Quel a été le Alors, je déclic? Qu'est-ce que vous mettez dans la résilience?
Oh, bah, je dirais, comme en écho au maire du Rouen, que pour nous, la résilience, ça a d'abord été la définition de notre capacité à la fois en tant que ville, institution, infrastructure, mais surtout une capacité collective d'une société parisienne à faire face non seulement à des chocs, des crises violentes, mais aussi à un certain nombre de stress. Dans les stress, je mets des facteurs de pollution, je mets les questions de cohésion sociale, les questions voilà, de perte de biodiversité même, et d'arriver à se relever après un choc ou un stress, à ne pas reconstruire pareil, voire à vivre avec ces chocs et ces stress. Et surtout, on y a mis une dimension d'anticipation, de prévention. Comme le disait le maire de Rouen, on ne va pas attendre de se prendre un mur pour prévenir ça. Donc, ça donne toute une logique de transformation. Donc, je dirais que pour nous, il y a vraiment trois dimensions importantes. D'abord, cette capacité à anticiper, ne pas attendre. Pardon, j'ai oublié de vous dire que les deux déclics majeurs pour nous, pour aborder ces questions de résilience, ça a d'abord été la question climatique une étude en 2014 qui nous dit que le dérèglement climatique va frapper Paris, qu'il faut s'y préparer. Une étude qui suscite beaucoup, beaucoup de sourires en coin de beaucoup de collègues, quelles que soient les couleurs politiques, mais qui après voient la réalité sur le terrain. Et puis un deuxième élément malheureusement très triste qui sont les attentats de 2015 où là, on prend toute la mesure de ce que c'est une résilience et notamment que les Parisiens et les Parisiennes sont des éléments importants de cette résilience. Donc, tout commence à se boucler. C'est la politique publique, c'est la dimension humaine, citoyenne, la réappropriation des enjeux. Et donc, pour nous, il y a vraiment ces trois enjeux. Anticiper, ne pas attendre, transformer. La dimension humaine qui est hyper importante, même si on fait les plus belles politiques publiques, si on n'embarque pas avec nous les Parisiens et les citoyens même de l'ère métropolitaine et au-delà, on n'y arrivera pas. Et le On y reviendra troisième à cela. sujet, Ouais. en plein écho avec ce que vient de dire Nicolas Maillard-Rossignol, c'est-à-dire une conviction maintenant depuis 6 ans, renforcée par la crise sanitaire, que transformation écologique, et je dis bien transformation et pas transition, parce on n'a plus le temps pour la transition toute douce, et transformation écologique et résilience sont les deux faces de la même pièce, et qu'on est vraiment dans un moment où il faut revoir toutes nos politiques publiques pour les faire passer à l'aune d'un nouveau triptyque qu'on a choisi à Paris, décarboner, relocaliser, partager les richesses, partager les dimensions. Et c'est là constituent nos politiques à la fois de transformation et aussi de résilience. C'est la même chose. D'accord. Même punition, j'ai envie de dire pour vous, Antoine Bach, qu'en est-il pour la ville de Grenoble? Ah, c'est pas une punition, c'est un défi et c'est que je relève avec grand Oh, plaisir. je Oui, parlais de on va punition pour la question, hein. Non, non, mais c'est des questions qui sont extrêmement intéressantes, qui sont assez puissantes aussi. Penser la résilience, effectivement, bon, je ne vais pas réinventer le concept, hein, c'est la capacité d'un système, hein, qui soit technique, social, écologique, à encaisser des chocs, hein, à subir des stress, à pouvoir s'en relever rapidement, à pouvoir et à se transformer pour justement être plus robuste dans le cas où ce choc se viendrait à nouveau. Donc là, effectivement, on pense la résilience donc du métabolisme territorial, hein, du système urbain grenoblois. Euh, et donc là où effectivement il y a la question de l'adaptation, comment on encaisse les chocs, mais comment est-ce qu'on s'en relève rapidement et comment on se transforme, c'est ça qui est extrêmement intéressant intellectuellement et au niveau des politiques publiques. Alors nous, on ne jette pas tout de suite le concept de transition aux orties, parce que pour nous, dans le sens la transition, à la base, avec Rob Hopkins, c'est quand même une vision assez catastrophiste de l'histoire. C'est-à-dire qu'on se retrouve confronté à on va dire ça, je vais euphémiser en disant à des défis qui sont le dérèglement climatique, qui est inéluctable, hein, qui est enclenché avec une inertie terrible, et voilà, j'y reviendrai volontiers, et à l'épuisement des ressources. Donc cette conjonction de ces deux menaces, hein, qui est très claire, l'épuisement des ressources, qu'elles soient énergétiques, et notamment la ressource en énergie fossile, et l'épuisement des sols, l'épuisement des ressources halieutiques, l'effondrement de la biodiversité, l'explosion des inégalités sociales. Je ne vais pas vous faire la litanie des grandes menaces auxquelles nous sommes confrontés, hein, comme nous sommes entrés globalement dans l'Anthropocène. Et il s'agit du coup de penser la résilience au niveau local, territorial. C'est comment est-ce qu'on affronte ces menaces-là, les yeux grands ouverts, donc en ayant une posture là, je parle pour ma part de catastrophiste éclairé, hein, je mobilise Jean-Pierre Dupuis, effectivement, on cherche à savoir où est-ce qu'on va atterrir. Alors, je mobilise Bruno Latour, qui était le parrain de la Biennale des villes en transition, qui vient de s'achever ce dimanche. Voilà, donc on essaie vraiment de écologie, c'est-à-dire un atlas juste et sûr entre le plan
social et le plafond environnemental. Là, je fais référence à Kate Raworth et l'économie Donut, dont d'ailleurs la ville d'Amsterdam vient de se saisir pour penser la résilience, la sortie de crise Covid, mais qui évidemment qui a un champ beaucoup plus large. Voilà. Et comment est-ce que cette résilience est née à Grenoble? Comment est-ce que vous en avez pris conscience? Est-ce que ça a été pendant le premier mandat de Monsieur Piolle, ou est-ce que plutôt vous structurez cela à l'issue de ces municipales 2020? Je dirais que c'est par incrémentation successive. C'était déjà présent dans le mandat précédent, effectivement, où on mobilisait le concept de transition, peut-être en assumant peut-être beaucoup moins, effectivement, une vision de cette posture du catastrophisme éclairé, qui n'était pas forcément dite. Mais on était effectivement on mobilisait le concept de transition. Et donc on attaquait la résilience, mais plutôt sur l'aménagement des espaces publics, plus végétalisés, désimperméabilisés, en travaillant sur le renforcement du lien social, ces choses-là. Maintenant, on va un petit peu plus loin, effectivement, dans la redirection écologique. Donc, avec la création aussi dans la nouvelle municipalité, donc d'une fonction, d'un mandat qui lie effectivement la question des risques, la question de la prospective, la question de la résilience, mais aussi, pour que l'énoncé soit complet, celle de l'évaluation et des nouveaux indicateurs. Parce qu'une fois entré dans l'Anthropocène, on a besoin effectivement d'un tableau de bord de l'Anthropocène, qui soit au niveau local, hein, pas forcément au niveau global, et à cela aussi lié à une stratégie alimentaire. Voilà, qui est considéré effectivement le risque d'approvisionnement alimentaire. On l'a ressenti à Grenoble en mars 2020. Alors c'était nouveau, mais on l'a ressenti quand même, on y a fait face, mais c'était effectivement nouveau. Donc non, il est raisonnable de penser dans les villes la rupture d'approvisionnement alimentaire. D'accord. On arrive du coup c'est une très bonne transition pour cette question suivante. Concrètement, comment est-ce que vous, en tant que métropole, en tant que municipalité, est-ce que vous pouvez agir pour rendre votre ville plus résiliente? Maintenant que les questions sont posées, quel est le plan d'action, Nicolas Meyer-Rossignol? Je vais essayer de partir d'un exemple concret. Ce qui est intéressant dans le cas de Rouen, de la métropole rouennaise, quand on regarde notre histoire récente, j'ai parlé tout à l'heure de résilience industrielle, c'est ce qui s'est passé après l'incendie du 26 septembre 2019, donc connu en général sous le nom d'incendie de Lubrizol. C'est pas tout à fait exact Tout à d'ailleurs, fait. parce qu'il y a plusieurs, mais peu importe. Et comment est-ce qu'on s'adapte? Et qu'est-ce que ça dit du territoire? Et quels sont les leviers dont on dispose? Là, on est dans quelque chose de concret. Tout d'un coup, vous avez un incendie, 10 000 tonnes de produits, hydrocarbures qui brûlent, un nuage qui va jusqu'en Belgique, des populations qui sont évidemment très inquiètes. Quels sont les leviers? Alors, d'abord, il faut être honnête. Il y a toute une série de facteurs que vous ne maîtrisez pas directement, qui sont liés à l'économie mondiale, à la localisation des entreprises, à l'histoire d'un territoire. Hein. Le fait que, par exemple, si je prends le cas de Lubrizol s'est installé sur le port de Rouen en 1956. Moi, je Oui, suis né en 77, vous voyez. oui, oui. Donc Et c'est c'est pas une l'usine qui a énorme bougé. intériorité de la part de Mais la c'est pas, société. ce Oui. qui est très intéressant dans cette situation, c'est que l'usine, elle n'a pas bougé. Ce sont les populations et l'urbanisme qui se sont avancés progressivement vers le complexe industriel et portuaire. Donc, ça soulève, si vous voulez, toute une série de questions qui s'appuient d'abord sur des faits et puis des éléments qui sont impondérables qu'on ne met, en l'occurrence, là, l'histoire. En l'occurrence, effectivement, des facteurs de compétitivité pardon, qui vont conduire telle ou telle entreprise à s'installer à un endroit plutôt qu'à un autre. Et puis, il faut quand même aussi le dire, des éléments, j'allais dire de chantage, c'est peut-être un peu fort, mais de pression qui peuvent exister dans l'articulation entre les exigences écologiques et puis les exigences économiques. Quand vous allez sur des sites, et plus encore quand on est dans une situation économique difficile, où le taux de chômage augmente, quand vous allez sur des sites industriels, en général, les populations et les maires et les élus et les villes avoisinantes, qui sont pourtant les premières concernées, et j'allais dire les premières touchées par les conséquences négatives, pollution par exemple, des sites, sont souvent les
premières à défendre pour des raisons d'emploi et d'économie. Et il faut surtout pas les juger. On peut tout à fait comprendre pourquoi elles sont dans cette position-là. Donc, quels sont les leviers? Je viens d'en citer un entre les lignes. Le premier levier de la résilience, quand on est maire ou élu local, il est quand même très lié à la question de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la façon dont on veut concilier, quel projet de société on a au plan local. Où est-ce qu'on veut aller? Par exemple, on a le grand enjeu qui pouvait paraître assez, folklorique ou en tout cas utopique, disons, il y a quelques années, qui était l'enjeu de l'artificialisation des sols. Aujourd'hui, la ligne, c'est zéro artificialisation des sols. Voilà. Et non seulement c'est ma ligne comme socialiste ou social-écologiste, mais non seulement elle est partagée par beaucoup de formations politiques à gauche et chez les écologistes, mais c'est aussi la ligne dans une circulaire préfectorale et de l'État et du gouvernement actuel. Donc, alors qu'elle soit pas appliquée comme elle devrait l'être, c'est autre chose. Mais je veux dire, c'est pas moi qui ai écrit la circulaire, c'est pas un socialiste ni un écologiste, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Elle est en c'est cours de quand même réflexion très d'ailleurs dans intéressant. les derniers projets de loi. Oui, alors je ne veux pas rentrer dans la polémique ou dans le débat, mais il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont les propositions sur ce sujet-là de la Convention citoyenne pour le climat ont été effectivement traduites dans le projet climat résilience. Bon. Mais ce que je voudrais vous dire à travers ça, c'est que nous, on a mis en place un PLUI, donc un plan local d'urbanisme intercommunal. Et quand vous avez 71 communes, avec la plus grande qui fait 110 000 habitants, la plus petite qui en fait 500, qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques et pas du tout le même historique sur ces questions-là, il y a un enjeu de conciliation d'objectifs qui peuvent, au départ, en tout cas, apparaître contradictoires. Donc, plutôt que de vous infliger une longue liste des outils dont on dispose, je voulais citer juste celui-là. Et pour arriver à une conclusion qui se résume en 3 mots, les élus locaux, et en particulier les maires ou les présidents d'intercommunalité, ils doivent d'abord donner une vision. Donner une vision, les mots-clés, donner un cap. Zéro artificialisation des sols. La social écologie. Et comme l'a dit Célia Borel tout à l'heure, 2030, moins 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 2030, c'est dans 9 ans. C'est pas dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on verra plus tard les petits-enfants. C'est dans 9 ans. Ça veut dire, et je ne fais pas de politique en disant ça, je fais juste des mathématiques, ça veut dire que 55% en 9 ans, ça veut dire que normalement, tout le monde doit baisser ses émissions de 5-6% par an. Je ne sais pas si chacun réalise ce que ça veut dire. Alors, et cet engagement, ce n'est pas un socialiste ou un écologiste ou un extrémiste qui l'a posé, c'est l'Union européenne, la France avec les gouvernements actuels. Alors, soit on est tous hypocrites et on fait semblant de prendre des engagements dont on sait tous qu'on ne les prendra pas, qu'on ne les tiendra pas, soit on y va vraiment. Et donc, il faut une vision. Elle s'incarne, elle devrait s'incarner au niveau national et européen. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et vous savez très bien qu'à chaque fois qu'il y a des décalages entre les discours et les actes, ça nourrit l'abstention et le vote extrême. Elle doit aussi s'incarner dans les pouvoirs publics locaux. Et c'est pour ça, je crois, que beaucoup de nos concitoyens croient toujours, même s'ils ont une grande défiance, ils nourrissent une grande défiance vis-à-vis de la parole publique, ils ont quand même encore une forme de confiance vis-à-vis de celles et ceux qui sont à portée d'engueulade, c'est-à-dire les élus locaux. Donc la vision. Deuxième point, je dirais rassembler et fédérer. Je l'ai dit tout à l'heure sur l'industrie, on ne fera pas la transformation écologique ou sociale écologique, la transition, prenez le mot que vous voulez, sans les entreprises. C'est pas vrai. Chez nous, à Rouen, la puissance publique, son impact sur la réduction des gaz à effet de serre, il est estimé tout seul à 10% de ce qu'il faudrait faire. Ça veut dire qu'à côté, il faut les associations, les citoyens, les entreprises. Donc, fédérer, il faut faire travailler ensemble. Le troisième point, le troisième mot-clé, c'est résister. Parce que la force des habitudes, l'inertie, parfois les lobbies, font qu'effectivement, il est souvent peut-être plus facile de suivre ce qui a toujours été fait, bref, de ne pas se remettre en question. Et pourtant, l'élu local, il a cette capacité, en tout cas, il est souvent élu pour cela, pour se remettre en question et pour remettre en question des choses qu'on avait peut-être l'habitude de faire auparavant. Je donne un exemple concret chez nous. On a un projet qui a 40 ans maintenant, qui s'appelle une autoroute de contournement de l'agglomération. C'est 1 milliard d'euros, c'est 41 kilomètres, c'est 50 000 tonnes de CO2 en plus. Moi, je suis scientifique de formation, j'essaie d'être honnête aussi. Je ne sais pas comment dire dans la même phrase, il faut qu'on baisse de 55% nos émissions de gaz à effet de serre dans les 9 ans qui viennent et financer à hauteur d'1 milliard d'euros. Ce n'est pas un truc de... Bon, c'est le plus gros projet, si on le finançait, ce serait le plus gros projet du mandat. Bon. Je ne sais pas comment mettre dans la même phrase, il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre et financer à 1 milliard d'euros un projet qui
crée 50 000 CO2 en plus. Voilà. Et ça veut dire résister. Oui, c'est ça donc. Merci, c'est tout à fait dans la logique. Euh, Concrètement, pour la ville de Paris, quels sont les outils pour vous? Ah, je vais une fois de plus m'inscrire dans la droite ligne de ce que vient de dire Nicolas Maillard-Rossignol, qui vient de nous faire une très belle définition de ce que c'est le job d'un élu. C'est ne pas regarder passer les trains et faire notre boulot de transformer, même si culturellement, par moment, c'est pas facile. Et je ne sais pas pourquoi on applique ça qu'aux élus locaux, je crois. Normalement, c'est une définition qui devrait aller à tous les élus, quel que soit l'échelon auquel ils interviennent. Mais pour en revenir à la résilience, je dirais effectivement que avec d'autres mots, je vais dire sensiblement la même chose. Je pense que notre job dans ces sujets-là, il y a d'abord faire face au choc, à la crise. On est de l'ordre de la stratégie de crise. Ça, je vais le mettre de côté. Je dirais aussi qu'on a trois leviers majeurs devant nous. Il y a d'abord celui vraiment de nos politiques publiques, on va dire classiques, tant que ça, qui sont vraiment de l'ordre de la transformation urbaine. Je pense là-dedans, on en a déjà un peu parlé, aux politiques d'adaptation au dérèglement climatique, de désimperméabilisation, du plus de verre, plus d'eau, moins de béton, à la rénothermique, qui a un jeu là-dedans important à jouer, à la question aussi du développement des énergies renouvelables. Ça, c'est vraiment mon premier pilier. Le deuxième, ce serait totalement dans la lignée de ce que vient de dire Nicolas, c'est-à-dire de faire notre job d'élu et de transformer là où on ne nous attend pas forcément. Moi, je vais vous donner un exemple concret, Mhm. c'est celui de l'alimentation. Antoine l'a cité aussi. On avait dans notre étude de risque ce sujet effectivement révélé d'ailleurs par la crise de la Covid encore plus, d'un risque potentiel de trop de dépendance à l'importation sur nos denrées alimentaires. Je disais aussi que si en 4-5 jours, on n'avait plus d'approvisionnement à Paris, si on avait un jour, je sais pas, moi, des blocus autoroutiers ou des choses comme ça, donc on a commencé à travailler sur la question de l'autonomie alimentaire. Fait en cours, Paris, depuis le 1er janvier 2020, est la première ville en Europe autorisée par la Commission européenne à sortir du droit commun de la politique agricole commune, de tout ce qui existe, pour que des agriculteurs s'engagent avec nous dans des cahiers des charges très prescriptifs, passage à la bio, réduction des intrants sur les grandes cultures céréalières. C'est 55 millions d'euros mis sur la table pendant 6 ans avec l'Agence de l'eau. Un gros job pour arriver à ce D'accord. résultat, mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que les dispositifs nationaux n'allaient pas assez loin pour nous, parce qu'ils n'offraient pas de pérennité aux paysans qui, du coup, avaient le couteau sous la gorge en matière économique et n'étaient pas justement rémunérés. Donc, on a lié travail sur la production alimentaire avec la protection de notre ressource en eau. Et en fait, on a bouclé la boucle parce que on protège l'eau qui arrive à Paris, on protège les sols et l'air, on réduit les acheminements, donc on réduit le poids carbone de l'alimentation, on recrée des circuits locaux et on offre une rémunération aux paysans sur le long terme. Je pense que c'est ça aujourd'hui aussi la force dans les sujets de résilience, c'est la place que prennent les élus locaux pour aller secouer le cocotier de manière plus générale d'un cadre national et européen qui ne fonctionne plus. On n'est pas totalement dans notre compétence, mais on n'a plus envie d'attendre. Donc voilà, c'est vrai sur l'alimentation, c'est vrai sur l'énergie, c'est vrai sur plein d'autres sujets, mais ça pose aussi le cadre dans lequel on s'inscrit. Et puis troisième élément, et je ferai très bref pour moi, extrêmement important, Nicolas disait fédérer, moi je dirais effectivement c'est la dimension citoyenne dans une définition large, que ce soit le citoyen parisien, métropolitain, le lien entre les territoires, mais en tout cas c'est comment on embarque et comment on retravaille sur une appropriation de ces enjeux de nos territoires. Nous, on bosse beaucoup sur la notion du commun, comment le commun urbain, cet endroit dans lequel on vit ensemble, que ce soit notre ville, notre quartier, notre planète, on prend les sujets ensemble. C'est pas juste les pouvoirs publics qui décident, c'est comment ensemble on élabore ce demain, ce qui pose aussi beaucoup de questions sur le cadre politique aujourd'hui actuel, dont on sent bien qu'il a certaines limites. Antoine Bach, est-ce que Pardon. vous partagez ces deux témoignages? Je sais que dans votre titre, vous avez quand même aussi cette fonction alimentaire qui semble assez importante aussi à Paris. Est-ce que c'est le cas aussi, je suppose, à Grenoble? En matière de stratégie alimentaire, au-delà du projet alimentaire interterritorial, qui a été labellisé en octobre, je le disais, on pense très fort aussi effectivement à l'agriculture urbaine. Alors c'est déjà un mouvement qui a été enclenché dans le mandat précédent où on laissait beaucoup les habitants cultiver sur l'espace public, sur des parcelles plus ou moins grandes, voire même dans les parcs de la ville. Maintenant, nous tâchons de passer à l'étage supérieur dans la constitution d'un réseau de fermes urbaines. Alors, il y a déjà 2 fermes urbaines à Grenoble. La première, sur une parcelle sur le centre horticole de la ville. On avait 2 hectares de libre et donc ils ont pu, on a
un exploitant qui est venu s'installer. Une autre ferme qui est la ferme des micro-pousses, qui est dans un parc et qui font essentiellement des micro-pousses, comme son terme l'indique, donc c'est plutôt un marché de niche. Là maintenant, nous allons essayer de travailler à constituer d'autres unités de production alimentaire en ville. Et jusqu'à présent, on pensait surtout en termes de maraîchage, donc en pleine terre, essentiellement avec des serres. Et comme Grenoble est une petite ville où le foncier est rare et parfois, voire même souvent pollué, donc il s'agit de penser autrement la production alimentaire dans la ville, et en raisonnant plus forcément en termes de surface, mais en termes de volume, et en se fixant des objectifs qui sont des objectifs de production, des objectifs de transformation, des objectifs de stockage saisonnier, ou aussi du stockage stratégique, la constitution de stocks tampons. La question de la distribution aussi est très importante, la distribution alimentaire, parce que c'est bien d'avoir de l'alimentation, mais il faut aussi pouvoir la distribuer en bon ordre dans les situations de crise. On a pu l'expérimenter en mars 2020. La question de la gouvernance aussi, quand on a plusieurs acteurs, que ce soit communes, que ce soit des exploitants privés, que ce soit des associations, comment tout cela fonctionne. Donc en termes de gouvernance, il y a des choses à inventer aussi, c'est important. Et aussi un objectif de formation, formation professionnelle, d'insertion professionnelle, mais aussi d'innovation technique en termes de production alimentaire en ville. Alors sans viser à faire des fermes verticales du type high-tech, du type Singapour, il s'agit de penser plus dans le low-tech, et voire même des combinaisons parfois savantes des deux. Il y a beaucoup de choses qui sont inventées, et espérons que Grenoble deviendra d'ici quelques années peut-être un pôle d'innovation, pas forcément high-tech, mais aussi en termes d'agriculture urbaine. À Grenoble, le risque inondation, c'est un risque qui est historiquement identifié, qu'il y a différentes réponses, l'endiguement de l'Isère déjà, et la construction de digues autour du Drac. Ça pose la question de l'urbanisme, ce risque inondation. Et en cela, la doctrine de l'État a changé assez radicalement ces dernières années. Et là où auparavant il était quand même assez permis de construire en zone inondable, aujourd'hui il y a une volte-face qui s'est opérée et à laquelle nous avons dû nous adapter, parce qu'il y a un certain nombre de projets urbains à Grenoble qui sont lancés depuis longtemps et qui sont aussi en zone inondable. Et donc il s'agit du coup maintenant de travailler avec les services de l'État et de démontrer en quoi précisément la construction dans ces zones inondables permettait justement de renforcer les digues. Donc en quoi certaines formes urbaines, certaines architectures permettent justement de faire digues ou d'encaisser plus facilement les chocs avec beaucoup moins de dégâts. Et voilà, c'est tout un dialogue qui est nourri, qui est pas toujours simple, mais qui est absolument nécessaire. L'urbanisme comme étant un élément constitutif de la résilience de la ville. Vous nous avez tous parlé effectivement de ce besoin de fédérer, de ce besoin d'informer. Comment est-ce que vous sensibilisez vos administrés, mais aussi les grandes sociétés qui sont sur votre territoire à cette question de la résilience ? Nicolas Meyer-Rossignol, vous en avez déjà parlé, plutôt pour le côté professionnel et des sociétés. Qu'en est-il pour vos édiles et vos administrés ? Écoutez, alors d'abord, il y a un enjeu qui peut paraître, comment dire ? Oui, je vais le dire d'une autre façon. Au risque, là encore, de vous paraître un tout petit peu provocateur, nos concitoyens, ils sont souvent en avance par rapport aux élus. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est quand même une réalité. C'est-à-dire que si la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour convaincre les concitoyens que la résilience, c'est un impératif, qu'il y a un enjeu notamment climatique, ou on pourrait parler sanitaire, mais même sur le plan économique, et que donc il faut absolument les mettre au niveau, etc. Mais attendez, c'est dans l'autre sens. De façon générale, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on reçoit plutôt des demandes, des attentes, des expressions fortes de nos clients qui nous disent « bougez-vous » que l'inverse. Donc, c'est plutôt bon signe, donc. Et voilà, et c'est ce que j'allais dire. On peut le voir comme une provocation ou comme une forme d'humiliation. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Je le vois au contraire comme une incitation et comme une satisfaction, parce que c'est une incitation à aller plus loin, plus fort. Et au contraire, c'est une puissance, c'est une force formidable quand vous avez des concitoyens. On vient de parler de l'alimentaire, par exemple. Effectivement, c'est un enjeu très fort. Il y a quelques années, dans les autres campagnes, moi j'ai eu le bonheur d'être président de région,
La question de l'alimentation, bon, vaguement un petit peu dans les lycées, faisait partie des campagnes, mais c'était pas un sujet majeur. Aujourd'hui, c'est au cœur de toutes les campagnes. De toutes les campagnes, le sujet de l'alimentation n'est pas juste pour les sportifs de haut niveau ou pour la petite enfance. Non, non, non. La question d'une alimentation saine et équilibrée. Donc, c'est un très bon exemple qui illustre la façon dont les citoyens, c'est ce que je voulais dire d'une formule un peu provocatrice, mais sont en avance de phase parce qu'ils ont des attentes qui souvent vont bien au-delà. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu avec la Convention citoyenne pour le climat. Les attentes dans la Convention citoyenne pour le climat sont clairement beaucoup plus fortes que la traduction qui en a été faite dans le projet de loi. Donc, pour moi, en tout cas au niveau local, c'est un élément de force. Alors ensuite, cet élément de force, il faut d'une certaine façon s'appuyer dessus, pouvoir dialoguer avec, c'est tout ce qu'on appelle co-construction, enfin ça fait beaucoup de co dans le même mot, mais construire ensemble, fédérer, là encore, être à l'écoute, dégager un intérêt général. Parce qu'il y a quand même un point, alors peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est pas parce qu'on met des individus dans une pièce que l'intérêt général se dégage, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc là aussi, le rôle de l'élu, il est fondamental. Ça ne veut pas dire faire de l'autoritarisme, mais ça veut dire être capable d'écouter, de synthétiser, de prioriser, d'arbitrer, parfois de résister, mais en tout cas d'embarquer pour pouvoir effectivement dégager des priorités et peu, de façon suffisamment consensuelle en tout cas, considérées comme un intérêt général. Je vous donne un exemple très concret sur le dialogue citoyen. L'extinction de l'éclairage public la nuit. Si vous en parlez en théorie, tout le monde vous dit, ne serait-ce que pour des raisons d'efficience d'utilisation de l'argent public, tout le monde vous dit non mais ça sert à rien d'allumer la nuit, c'est de l'argent public fichu en l'air, bien sûr. Mais si vous mettez les mêmes personnes, et je mets les élus avec, hein, je ne suis pas en train de dans la pièce pour dire bon alors concrètement, c'est la rue X, la rue Y qu'on éteint de quelle heure à quelle heure, de 1h à 5h du matin. C'est pas le moment. L'honnêteté m'oblige à vous dire que la fréquentation des rues de Rouen entre 1h à 5h du matin, c'est pas tout à fait Times Square. Bon, franchement, vous ne trouvez pas un intérêt général comme ça. Ou alors il faut vraiment. Bon. Donc ce que j'essaye de dire à travers cet exemple, c'est qu'il faut développer des outils à la fois permettre d'être à l'écoute de nos concitoyens sur leurs attentes parce qu'elles sont souvent en avance de phase, au moins dans le principe, par rapport aux politiques actuelles portées, y compris au niveau local, je dirais plus encore au niveau national, mais c'est un autre sujet. 2, être capable de trouver des outils de concertation et de dégagement de général. C'est-à-dire, commencer par ne pas mentir. Et ne pas mentir, c'est par exemple expliquer que l'intérêt général, ça ne sera pas la somme des intérêts particuliers et que donc, il faudra faire des choix. Par exemple, sur l'éclairage, il faudra faire des choix. Si on est d'accord pour dire qu'il y a un intérêt général à diminuer l'éclairage public la nuit, ça veut dire à un moment qu'il faut choisir des quartiers, des rues où on éteint la nuit. Et pas juste dire il faudrait qu'on éteigne la nuit. Bon. Donc, ça veut dire trouver des outils qui permettent tout simplement, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, que nos concitoyens se sentent dépositaires de ces choix. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant. Je ne veux pas sombrer dans une philosophie de comptoir, mais ce que je trouve très intéressant dans cet enjeu de la résilience, c'est la puissance transformatrice individuelle. C'est-à-dire que, comme citoyen, à la fois dans mes actes individuels, mon mode de vie, et aussi dans mes actes démocratiques, c'est-à-dire la façon dont individuellement je participe à la vie collective, dans mon vote, mais aussi dans mes engagements associatifs, mais aussi dans ma vie professionnelle, mais aussi éventuellement dans mes mandats, si j'ai une fonction élective, eh bien, la social écologie, elle me confère une puissance transformatrice forte. C'est-à-dire, pour le dire un peu, là encore, de façon caricaturale, je peux changer le monde. Je peux changer le monde. C'est formidable d'avoir comment dire, un cadre intellectuel et philosophique qui donne à voir aux citoyens, à la limite, je veux dire à la limite, parce qu'évidemment qu'il y a des limites à tout cela, mais quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit sa situation personnelle, il peut à sa mesure, en fonction de ses contraintes, contribuer à changer le monde. D'une façon à la fois individuelle et encore une fois pas uniquement individuelle. C'est pas parce que je vais changer ma lessive, c'est pas ça. C'est pas un truc de bobo. C'est aussi par sa contribution à la réflexion, à la pensée collective. Et donc là, il y a un champ, je trouve extraordinairement fécond
pour les élus, qui est de construire des outils. Alors, ça peut passer par des visios, ça peut passer par des balades urbaines, ça peut passer par d'autres manières qu'on utilise à Rouen. Moi, tous les vendredis, je fais une visio à 18h, pas d'ordre du jour, n'importe qui vient, y compris vous, si vous voulez, vendredi prochain, pour parler plutôt de Rouen, mais on peut parler de tout, sur la façon dont on peut changer le monde, en partant de Rouen. Alors, ça peut paraître utopique, mais moi, je suis en campagne de rien. Les élections, elles sont derrière moi, c'est pas le sujet. Mais je crois vraiment à ça parce qu'il y a une appétence de nos concitoyens. Il y a là encore une forme de paradoxe. Les citoyens se défient des politiques, surtout les nationaux, mais en revanche, ils ont une soif de politique, c'est-à-dire de transformation de notre société, parce qu'ils ont bien conscience qu'elle n'est pas soutenable. Elle n'est pas soutenable sur le plan écologique et elle n'est pas non plus soutenable sur le plan social. Moi, j'ai travaillé dans une boîte dans l'humanitaire. Ces 5 dernières années, il y a eu de plus en plus de personnes qui meurent de faim dans le monde, en valeur absolue. C'est-à-dire qu'on est dans un système mondial qui augmente le nombre de personnes qui n'ont pas suffisamment à manger, qui augmente. Je veux dire, on n'est pas dans une situation où on part relative. Non, le nombre de personnes qui crèvent de faim augmente. Donc ce système, il n'est pas soutenable. Et nos concitoyens s'en rendent de plus en plus compte. Alors évidemment, ce que je viens de dire devrait être nuancé en fonction de plein de facteurs socio-culturels, etc. Mais tous les outils pratiques, quels qu'ils soient, et aucun n'est suffisant à lui seul. Il faut du physique, du numérique, il faut du territorial et du global, il faut tout, en fait. Il faut embarquer et en même temps être capable parfois de prioriser et de catégoriser. Eh bien, tout ce qui va dans ce sens-là est très porteur. C'est pour ça que moi, fondamentalement, je suis plutôt, entre guillemets, optimiste, même s'il y a une extrême urgence, parce que en réalité, il y a une attente citoyenne extrêmement forte, et peut-être que cette attente, on va dire sociale écologique, sauvera notre démocratie parce qu'elle poussera les représentants de cette démocratie à revisiter fondamentalement la façon dont on fait de la politique en France. C'est une manière aussi, les Parisiens aussi ressentent ce besoin-là, Célia Bloel? Ah bah, je vais rebondir sur la conclusion. Je pense qu'il n'y a pas de transformation écologique, de politique de résilience si c'est pas accompagné par une petite révolution démocratique. Je sais pas comment faut l'appeler. Et moi, il y a deux termes qui me parlent beaucoup. C'est embarquer. Ça a été mon leitmotiv pendant toutes mes années de plan climat et puis partager. Enfin, c'est pour embarquer, il faut d'abord partager l'info parce que voilà, ce que nous montrent les conférences citoyennes, etc., c'est que le premier truc, c'est partageons l'info disponible pour faire une acculturation globale et puis on part du même diagnostic. Et puis, il faut pas mentir. Ça, c'est un vrai bonbon. Le problème, c'est qu'on a peur en fait. On croit que les citoyens, ils sont pas capables de comprendre qu'une situation, c'est pas Star Wars quoi. C'est pas ou blanc ou noir. Il faut partager cette complexité. Une fois qu'on a partagé la complexité, il faut partager la vision, une fois encore, parce que la complexité, elle peut être super angoissante. On laisse pas les gens face à un constat. C'est ça notre job de politique, angoissant sur leur avenir ou l'avenir de leurs enfants. On partage ensemble le chemin qu'on propose de prendre collectivement. Et puis une fois qu'on a partagé la vision, il faut partager des modes d'action et faire aussi de ces citoyens des acteurs, pas forcément des spectateurs de la ville qu'on est en train de transformer ou des territoires qu'on est en train de fédérer dans une action. Ça, c'est peut-être le truc le plus compliqué à l'heure actuelle pour nous, élus locaux. C'est trouver les bons vecteurs pour que nos citoyens soient pas juste des consommateurs de cette politique, mais ils participent. Et ça fait, ce que disait Nicolas est très vrai, c'est le job, il est à faire auprès de nos citoyens, mais aussi auprès des élus. Parce qu'il y a encore toute une partie des élus qui sont peut-être un peu old school dans leur façon de prendre en main le pouvoir, qui sont contents d'avoir un bureau, une écharpe et qui, voilà, sont chefs, quoi. Non, on est vraiment dans un moment de refonte de la vie politique. Donc vraiment, ouais, de partager l'action, de définir des outils. Et du coup, voilà, ça donne pour moi une belle définition effectivement de ce que c'est la politique dans son sens le plus noble du terme. Et c'est une étape absolument incontournable si on veut réussir le pari faire face à nos grands défis du XXIe siècle, dérèglement climatique, impératif de solidarité et de démocratie. Et en ce sens, il y a peut-être quelqu'un qui doit vraiment nous inspirer. Antoine l'a cité avant. Moi, je suis aussi une grande adepte de Rob Hopkins qui montre des chemins justement de cette appropriation de transformation où le politique doit être présent, doit être la boussole de l'intérêt général, doit faire ce job-là, mais doit laisser la place, doit laisser d'autres choses émerger. Une réaction à cela, Antoine Bach, comment est-ce que Grenoble peut sensibiliser ses administrés? Est-ce que vous rejoignez cette opportunité que représente la résilience pour tout simplement les démocraties municipales, locales?
face aux grands défis de l'Anthropocène, de grandes décisions devront être prises, des grandes décisions de redirection, parfois de renoncement, parfois d'amplification. Et ces grandes décisions, en fait, si elles sont prises d'en haut et pas expliquées, ou simplement expliquées, ça passera pas. Ça passera pas. Exemple, la taxe carbone, dont on pensera ce qu'on voudra comme mécanisme par ailleurs, mais qui avait une certaine légitimité. Effectivement, ça venait percuter des réalités sociales, qui fait que ça a été ressenti comme étant de l'écologie punitive. Alors après, ce vocable est repris régulièrement pour attaquer la moindre innovation environnementale et sociale, mais bref, là, on a besoin effectivement de mettre au cœur de la redirection écologique des processus démocratiques, le geste démocratique. À cela, il ne faudra jamais renoncer. On peut renoncer à certaines émissions de gaz à effet de serre, à certains grands équipements, à des autoroutes, des choses comme ça. Mais le geste démocratique, c'est extrêmement primordial. C'est une question très forte. Et pour cela, donc, notamment à la ville de Grenoble, nous avons mis en place les ateliers citoyens de la redirection écologique, c'est-à-dire qu'au niveau des quartiers même, les citoyennes et citoyens tirés au sort viennent réfléchir à un atterrissage de leur quartier dans les limites planétaires. Et c'est un exercice très intéressant qui permet de sortir du côté très surplombant des grands défis de l'Anthropocène, auxquels tout un chacun au quotidien, on ne se pose pas trop la question de la perturbation du cycle du phosphore ou de l'azote, par exemple. Et pourtant, c'est primordial, parce que ça, c'est les fondements constitutifs de la vie. Donc, on fait ce travail et les citoyennes et citoyens feront une feuille de route ensuite qui seront pour la municipalité au niveau des quartiers qu'on devra suivre. Donc c'est le processus démocratique, il est primordial. Ça passe par de l'information, ça passe par de la réflexion, ça passe par de la délibération, c'est-à-dire choisir différentes options. Voilà ce qu'il faut nourrir en même temps que face à l'angoisse que peut provoquer effectivement le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'explosion des inégalités sociales. Il s'agit il n'y a pas de solution technique à cela. Mais par contre, la démocratie fera partie des réponses très adaptées à cela. Nous vous remercions tous les trois, Nicolas Meyer-Rossignol, Célia Blauel, Antoine Bach, pour votre témoignage, pour avoir ouvert ce sujet de la résilience. Et nous continuons d'ailleurs sur le même sujet sur notre live FPU. Merci à vous et à très bientôt.